Pop Production Presents. Un acteur incroyable, des effets spéciaux explosifs, une bande-son originale, la petite histoire d'économiste. Pour sauver l'économie, il doit être en crise. Le 7 juin dernier sur Twitter, Raphaël Enthoven, brillant philosophe, brillant intellectuel français, nous offre une réflexion dans laquelle il imagine un scénario fictif lors des prochaines élections présidentielles où nous aurions un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Après avoir déployé toutes ses capacités cognitives, il en conclut qu'il aurait voté Marine Le Pen tout en concluant son fil Twitter par la phrase suivante « Plutôt Trump que Chavez ». Sauf que cette phrase, plutôt Trump que Chavez, n'est pas anodine. On peut pas croire qu'une personne aussi intelligente et cultivée que Raphaël Enthoven l'ait sortie de manière aléatoire. Cette phrase, plutôt Trump que Chavez, fait référence à une phrase prononcée dans les années 30 en France, qui est plutôt Hitler que Léon Blum, que l'on pourrait traduire par plutôt le parti nazi que le Front populaire, ou en termes de sciences politiques, plutôt le conservatisme que la démocratie sociale. Mais alors, dans quel contexte s'inscrit cette phrase « plutôt Hitler que Léon Blum » Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce premier épisode de la petite histoire d'économiste avec Michel Kalecki, premier épisode qui sera découpé en 3 vidéos. Une première vidéo qui est celle-là où on va voir un peu le contexte des années 30, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30 pour qu'on en arrive à une situation pareille, notamment avec la Seconde Guerre mondiale et tout. On va avoir ensuite dans une seconde vidéo une analyse un peu plus théorique, justement explicitée par Michel Kalecki, qui fera le lien entre ces 3 notions, chômage, État et fascisme, et une troisième vidéo où on va essayer de voir l'analyse qui est portée dans ces années 30 et comment on peut la récupérer pour comprendre un peu l'analyse des politiques économiques aujourd'hui. Mais avant de commencer, mesdames, messieurs, tout de suite un générique incroyable, mais sans budget. Chômage est un fascisme, bim bam bim bam boum. Chômage est un fascisme, bim bam bim boum. Chômage est un fascisme, bim bam bidi boum. Des mots qui font rêver, bim bim babouabou. Et le contexte. Bon, alors les années 30, c'est une décennie très riche en termes de marqueurs historiques. On a, durant ces années, l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne, celle de Theodore Roosevelt aux États-Unis et le Front populaire qui arrive au pouvoir en France en 1936. Et pour comprendre, disons, la santé économique des années 30, il va nous falloir revenir dans les années 20 parce qu'on va voir que les années 30 se constituent comme l'exact miroir opposé des années 20. Et les années 20, dans l'histoire des faits économiques, c'est ce qu'on appelle les années folles. C'est une décennie de forte expansion économique pour la plupart des économies occidentales, excepté l'Allemagne. Cette forte expansion économique, ces forts taux de croissance, s'expliquent notamment par le développement de la finance et la place prépondérante des marchés financiers. Cependant, cette forte croissance économique est à nuancer. À vrai dire, ce sont des économies qui sont à 2 vitesses. On a le côté industriel des économies avec notamment les propriétaires capitalistes qui eux vont s'enrichir de plus en plus. À côté de ça, notamment à partir de la seconde moitié des années 1920, le secteur agricole, lui, va connaître des difficultés assez importantes, notamment en raison de la baisse des prix des matières premières. Sauf que, eh bien, les années folles s'arrêtent. La fête se stoppe radicalement en 1929. Alors 1929, c'est quoi? Eh bien, mesdames, messieurs, 1929, c'est très simplement et très tranquillement la pire crise économique que le capitalisme va rencontrer à cette époque. 1929, c'est initialement une crise financière. Donc ça se passe sur le marché financier, notamment le marché financier de Wall Street à New York, qui est la plus grande place financière de l'époque. Alors disons que les hostilités commencent le 24 octobre 1929, où les autorités financières et monétaires américaines vont se rendre compte que le marché financier de Wall Street est un peu trop en train de s'emballer. Du coup, elles font une annonce qui va faire paniquer l'ensemble des agents financiers présents sur ce marché ce jour-là. L'ensemble des agents va paniquer, ils vont tous chercher à vendre et ils vont tous vendre à perte au final. Ce qui fait que Wall Street va ce jour-là fermer plus tôt que prévu. Tout le monde perd de l'argent et donc à un moment, tout le monde veut récupérer son argent. Du coup, ces agents financiers qui ont perdu de l'argent vont plus croire dans le système financier et donc elles vont se ruer sur leur banque et vont vouloir retirer leurs dépôts. Sauf qu'en retirant leurs dépôts, eh bien, les banques vont perdre de l'argent. Et ce qui fait que la crise financière de Wall Street va se transformer très rapidement en crise bancaire. Et alors, mesdames, messieurs, que se passe-t-il lorsque la fête des riches s'arrête?
Eh bien, les pauvres trinquent, tout simplement. Parce que cette crise, qui était initialement financière, puis bancaire, va devenir une crise économique. C'est-à-dire que l'ensemble de l'économie des États-Unis en 1929 va être impacté. Tout simplement parce que la banque ne pouvant plus financer l'économie, beaucoup de secteurs se retrouvent simplement sans financement. Et donc on va voir un chômage de masse apparaître très rapidement début 1930, notamment dans l'industrie, et une pauvreté absolue dans les secteurs agricoles, où on va carrément voir des mouvements de migration dans les zones rurales américaines à l'intérieur du pays. Et en plus de ça, bien évidemment, il n'y a pas de filet de sécurité sociale, donc toutes les personnes qui sont au chômage, eh bien, ne vont dépendre de leur survie que de la soupe populaire. Ce qui va très profondément choquer les États-Unis à ce moment-là. Et donc cette crise qui initialement impacte la finance, puis très rapidement la banque, puis l'ensemble de l'économie, ce phénomène on va le retrouver exactement en Europe à partir de 1930-1931 par exemple pour la France, et l'ensemble du monde occidental va être impacté par cette crise et va être impacté par ce que l'on va comprendre comme étant du chômage de masse. Et la question que l'on peut légitimement se poser, c'est quelle a été la réponse politique face à cette crise économique, et notamment face à l'explosion du chômage de masse. Et là, pour répondre, prenons le cas des États-Unis. Les États-Unis en 1929-1930, le président c'est Hoover, et Hoover, ce qu'il va faire, c'est, bien littéralement, pas grand-chose. Pourquoi ? Disons que la doctrine économique dominante à cette époque, tant dans le milieu académique que le milieu politique, c'est la doctrine du laisser-faire. La doctrine du laisser-faire, c'est une doctrine qui est associée de manière philosophique au libéralisme économique. Et cette doctrine, elle est défendue par le courant de pensée économique qui s'appelle le courant néoclassique et qui a en partie comme résidence l'université de Cambridge. Retenez Cambridge, c'est important. L'idée de la doctrine du laisser-faire, c'est quoi ? Que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, notamment il ne doit pas intervenir au niveau des marchés. Car, selon la doctrine du laisser-faire, le marché, en tant qu'institution, est la meilleure institution pour allouer les ressources. C'est-à-dire que le marché, de par son fonctionnement, permet d'avoir un équilibre entre une offre et une demande, et que toute intervention d'un agent extérieur au marché sur ce dernier provoque un déséquilibre. Alors un déséquilibre sur un marché, c'est très simple. C'est à un moment donné, vous avez plus d'offres que de demandes. Par exemple, le marché des pommes, un déséquilibre serait vous avez plus d'offres de pommes que de demandes de pommes, d'accord ? Pas assez de consommateurs pour acheter des pommes. Ça, c'est un déséquilibre. Alors, quelle est la répercussion en termes de politique économique de cette doctrine du laisser-faire ? Eh bien, prenons le marché du travail. Le marché du travail, qu'est-ce qui se passe en 1930 ? Vous avez du chômage, donc ça veut dire que vous avez plus d'offres de travail que de demandes de travail de la part des entreprises. Donc vous avez un déséquilibre lié à la crise. Ce que dit la doctrine du laisser-faire, c'est que ce déséquilibre va se résorber avec le temps, par lui-même. Et donc, par conséquent, il ne sert à rien d'intervenir pour aider le marché du travail à résorber le chômage. Au contraire, ce que dit la doctrine économique, c'est que ça va aggraver les choses. Donc, pas d'intervention de l'État. Mais, car il y a un mais, cette doctrine du laisser-faire va littéralement s'ébranler sur le plan politique et sur le plan académique. Alors sur le plan politique, c'est très remarquable, c'est l'arrivée au pouvoir en 1933 aux États-Unis de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt qui se fait élire avec un programme économique très interventionniste. L'idée, elle est simple, l'État est un agent économique qui est capable de mobiliser des ressources financières importantes et donc l'État doit soutenir l'économie. L'État doit intervenir directement dans les affaires économiques et c'est l'expression, ce programme politique de Roosevelt est l'expression d'une autre doctrine économique. La doctrine économique du plein emploi. Et c'est cette doctrine économique que l'on va expliciter avec Michal fucking Kalecki afin de comprendre comment cette doctrine fonctionne et surtout ce qu'elle implique en termes de politique économique. Car c'est cette doctrine économique, la doctrine du plein emploi, qui va être mise en application dans les années 30, pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale pendant ce que l'on va appeler les 30 Glorieuses.